mankind feeling. Entre ici, Jean Moulin. C'est un Youpi. Vive le Québec. Bonjour à tous. Dans cette chronique qui inaugure l'émission sur les relations entre la Corée et le Japon, je vais aborder l'aspect historique du sujet en revenant sur l'évolution de ces relations au fil de l'histoire. Alors, si on remarque tout de suite l'ancienneté de ces relations, qui daterait de près de 2 millénaires, voire plus, ce qu'il faut surtout relever, c'est ces différentes facettes. D'un côté, il y a une grande proximité entre ces deux nations. Déjà d'un point de vue culturel, ce sont deux pays qui ont fortement subi l'influence de la culture chinoise et qui en ont adopté les traits les plus importants, que ce soit le bouddhisme ou le confucianisme. Et c'est d'ailleurs à travers la Corée que vont passer l'essentiel des idées chinoises avant de se propager au Japon. Dans les modèles politiques aussi, on voit qu'il y a de grandes similitudes, puisque ce sont tous les deux des royaumes tributaires de l'Empire chinois, même si le Japon est moins assujetti que la Corée. D'un point de vue diplomatique aussi, il y a beaucoup de liens, puisque dès le 7e siècle, le Japon intervient en Corée pour soutenir un allié, et même lorsque le Japon se ferme complètement au monde, la Corée reste un des seuls pays à lui envoyer des attachés diplomatiques. D'un autre côté, la relation reste très asymétrique. Pour le Japon, la Corée est au mieux un intermédiaire, et au pire est un royaume inférieur qui n'est qu'un moyen d'étendre son influence. La Corée reste donc coincée entre deux blocs, qui sont d'un côté le Japon et de l'autre la Chine. Et d'ailleurs, au 7e siècle, quand le Japon intervient en Corée, ce n'est que pour soutenir un royaume qui lui est allié, face à un royaume soutenu par la Chine. De la même manière, à la fin du 16e siècle, quand le Japon unifié par Hideyoshi envahit la Corée, ce n'est que parce que le royaume de Corée lui a refusé le droit de passage qui lui permettait d'aller conquérir la Chine. C'est d'ailleurs durant cette invasion que l'on constate pour la première fois des exactions de soldats japonais sur la population coréenne, puisque les Japonais arrachent le nez et les oreilles des Coréens. C'est aussi à cette occasion que va naître un héros du nationalisme coréen, qui est l'amiral Yi Sun-yin, qui va s'opposer à la flotte japonaise et qui va se constituer en héros national face à l'ennemi japonais. Le Japon est donc bien l'ennemi de la nation coréenne. Cependant, le véritable tournant dans les relations entre le Japon et la Corée, celui qui a le plus de ramifications, c'est la modernisation du Japon à partir de 1868. Le Japon a vu ce que les Européens ont fait subir aux Chinois à travers les guerres de l'opium, et a subi lui-même l'expédition du Commodore Perry, et voit donc dans la modernisation à la fois un besoin et une opportunité. Les Japonais veulent devenir les égaux des Européens, veulent devenir une puissance de type occidental en Asie, et pour ça, il faut se moderniser à la fois dans son modèle politique et dans son économie en s'industrialisant, et il faut surtout développer un empire colonial. La Corée va donc logiquement être la première victime de l'expansion japonaise, puisque la Corée est à la fois un pied-à-terre pour le Japon et une source de ressources naturelles très utile pour l'industrialisation du Japon. On voit bien ici que la Corée n'est qu'un moyen de réaliser les ambitions du Japon. Donc pour obtenir le contrôle de la Corée, le Japon va combattre plusieurs nations, d'abord la Chine en 1895, puis la Russie en 1905, et va finalement officialiser l'annexion de la Corée en 1910. Le problème principal dans cette annexion, c'est le sentiment avec lequel les Japonais vont faire cette conquête, puisqu'ils vont effectuer cette conquête avec un sentiment de supériorité, un sentiment national qu'on appelle le kokutai, qui va justifier un grand nombre d'exactions, puisque les Japonais voient tous les autres peuples asiatiques qui n'ont pas su se moderniser comme des peuples inférieurs, et par conséquent, ils les traitent avec très peu d'égards, et va se développer alors un asservissement de certaines femmes coréennes qui vont devenir des esclaves sexuels de plus ou moins haut gradé de l'armée japonaise, et en retour, le nationalisme coréen va se développer vraiment en opposition face à l'occupant japonais, comme il l'avait déjà fait au XVIe siècle. Et on va voir des personnages comme Kim Il-sung, qui rejoint la résistance en 1932, se mobiliser contre l'occupant. Les relations se sont donc complètement dégradées avec la modernisation du Japon, et on passe de relations plus ou moins bonnes et d'une forte proximité culturelle à un mépris de la part des Japonais et détestation entière de la part des Coréens. Paradoxalement, c'est la Seconde Guerre mondiale, malgré toutes ces atrocités, qui va permettre un véritable rapprochement entre les deux nations.
ou plutôt c'est la victoire américaine qui va permettre ce rapprochement. Au lendemain de la guerre, la Corée du Sud et le Japon se retrouvent dans un même camp, soumis à une puissance supérieure qui leur impose un modèle économique et, dans une moindre mesure, un modèle politique. Et cette situation qui fait écho donc à la situation qui précédait la modernisation japonaise, c'est-à-dire la soumission à un empire chinois, cette situation va permettre une normalisation des relations. Une normalisation poussée par les États-Unis dès les années 50, mais qui va prendre forme vraiment dans les années 60 avec la prise de pouvoir de Park Chung-hee en Corée du Sud. Cette normalisation va être formalisée donc dans un traité en 1965, traité de normalisation des relations, et va entraîner nombre de rapprochements et de relations économiques et culturelles. En 1998 est signé un écrit référençant la guerre et appelant à la réconciliation, signé par le Premier ministre japonais et le président coréen. En 2002, un mondial est organisé en commun. Mais surtout, c'est le développement économique commun, interdépendant, qu'on dit en vol d'oie sauvage, qui est le principal élément de rapprochement entre les deux nations, puisque c'est le Japon qui a amorcé véritablement le développement économique de la Corée, et qui en retour en a bénéficié et a pu continuer sa croissance, surtout dans les années 70 et 80. Pourtant, les relations qui semblent très apaisées au cours de ces années ne sont pas idéales, et malgré la proximité économique et culturelle, le poids de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale reste très important et continue d'empêcher une véritable normalisation des relations entre ces deux pays. C'en est donc fini de cette chronique historique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à écouter les chroniques de mes camarades qui vont compléter le tableau que j'ai dépeint au cours de ma chronique.